calcul pour psi f, et puis si vous voyez la différence dans le calcul, vous comprendrez quelle était ma remarque initiale. Donc on reprend ici, sauf s'il y a des questions préliminaires. Non? Ok. Donc le corollaire de tout ça, de ce qu'on a dit sur la composition, c'est que on peut considérer l'anneau, enfin c'est que l'ensemble des endomorphismes de E, donc LE, muni de la loi plus et de la loi rond, donc la composition qui jouera le rôle de multiplication. Donc ceci est un anneau. Donc c'est important, hein, ici c'est le premier exemple où on a une loi du type multiplicatif, hein, puisque c'est la loi produit d'un anneau, mais elle sera pas écrite fois, elle sera écrite ronde, ce qui nous empêchera pas quand on voudra par exemple composer un endomorphisme avec lui-même d'écrire au carré. F au carré, ça désignera F rond F, parce que la loi produit, c'est la loi de l'anneau. On verra un exemple très rapidement de ça. Donc, il faut faire attention à lui. J'ai aussi ma tablette graphique maintenant. Donc, je vais voir. Je passe en rouge. Voilà. Et donc, c'est rond. Ok. Donc la preuve de ça, il y a plus grand chose à faire. Donc d'abord, on a montré que l'espace des endomorphismes était un espace vectoriel. Donc en particulier, quand je regarde juste la loi plus, ça me donne un groupe, d'accord, un groupe commutatif. J'aurais pu mettre commutatif ici. Donc ça me donne un groupe commutatif. Je vais essayer d'écrire pour voir. Voilà. Donc ça me donne un groupe commutatif, puisqu'on a montré que l'espace d'endomorphisme est un espace vectoriel. Par ailleurs, le produit, donc la composition, c'est une loi de composition interne qui est associative. Donc ça, c'est parce que c'est simplement la composition de fonctions. Et j'ai l'élément neutre qui est l'identité. Donc ça vérifie ce qu'il faut pour le produit d'un anneau. Et par ailleurs, on a la distributivité à droite et à gauche du produit rond par rapport à l'addition, simplement parce que c'est un cas particulier du fait qu'on a linéarité des applications figées et psi f de la proposition précédente. D'accord? Vérifier la distributivité, c'est dire que G rond V1 plus V2, c'est égal à G rond V1 plus G rond V2, et que de même, U1 plus U2 rond F, c'est égal à U1 rond F plus U2 rond F. Donc ça, ça vient de la linéarité avant de l'application, et puis sinon vous le refaites directement. Mais voilà, donc là, la distributivité, ce que ça veut dire dans ce contexte. Ok, donc une remarque importante, c'est que cet anneau n'est presque jamais, et on précisera le presque jamais quand on parlera de dimension, mais en pratique, considérez que c'est jamais le cas, n'est presque jamais ni commutatif ni intègre. Donc pour voir qu'il n'est pas commutatif, donc on va simplement donner un exemple, mais on pourrait adapter l'exemple dans à peu près n'importe quel cas. Donc je considère E l'espace des polynômes à coefficients réels ou complexes, hein, mais ici j'ai pris réel, et je considère donc l'application D qui va de l'espace des polynômes dans lui-même et qui à P associe sa dérivée. Donc D c'est une application linéaire, et je considère aussi l'application M qui a un polynôme P associe X fois P. Donc là, pareil, tout ça est linéaire, hein, il n'y a pas de problème. À chaque fois, mentalement, vous vous dites qu'est-ce qui se passe si je regarde l'image de lambda P plus mu Q, et vous voyez que c'est lambda fois l'image de P plus mu fois l'image de Q. Et donc, ça vous dit bien que ces applications D comme dérivation et M comme multiplication sont bien linéaires. Maintenant, ce que je vais faire, c'est calculer dm moins md. D'accord? Donc, je vais calculer le produit des deux façons différentes
pour voir qu'effectivement, dans ce cas-là, on n'est pas linéaire. Donc, je calcule dm moins md. Donc, comme j'ai dit plusieurs fois déjà, donc le symbole rond, des fois on le mettra, des fois on le mettra pas. Ça n'a pas de sens de faire un produit d'endomorphisme, un produit d'application linéaire autre que la composition. Donc, normalement, il n'y a pas de confusion possible. Quand vous écrivez un produit d'application linéaire, c'est toujours sous-entendu que le produit est fait par rapport à la composition rond. Okay, donc ça, c'est la même chose que d rond m moins m rond d. Donc, pour calculer ça, quand on doit calculer ce que fait une application, on l'évalue. Et donc, je considère un polynôme quelconque de E, qui, je rappelle, est l'espace des polynômes. Et donc, je calcule dm moins md. Donc, évalué en Q. Donc, dmq, c'est d de la multiplication de Q par x. Donc, c'est d de xq. Et mdq, c'est m de la dérivée de Q, donc Q'. Et ensuite, je dérive xq. Donc, quand je dérive xq, j'ai la règle de Leibniz. Oui, c'est ça, la règle de Leibniz pour le produit de juste une fois, quoi. Donc, c'est la dérivée de x fois q, donc q, plus x fois la dérivée de q, donc xq'. Et mq', c'est xq'. Et donc, à la fin, ce qui me reste, c'est dm moins md appliqué en q est égal à q. Ce qui, comme c'est vrai pour n'importe quel q de l'espace des polynômes, me dit que dm moins md, c'est l'identité. D'accord, alors on trouve l'identité, on aurait pu trouver autre chose. L'important, c'est qu'on ne trouve pas 0. D'accord, donc comme on ne trouve pas 0, ça nous dit que d et m ne commutent pas. D'accord, et donc en particulier que l'anneau lui-même n'est pas commutatif. Ok. Donc ça montre que c'est pas commutatif. Alors pour montrer que c'est pas intègre, donc je rappelle intègre, ça veut dire que dans un anneau, ça veut dire que si j'ai un produit d'éléments qui sont nuls, un produit fini, alors l'un des éléments doit être qui est le cas par exemple dans R, dans les choses sur lesquelles vous êtes habitué à travailler. Mais ici, c'est pas le cas. Donc pour ça, je vais considérer deux applications. Donc l'application pN, pardon, donc qui va de E dans E et qui à P associe le reste de P dans la division euclidienne par x puissance n. Donc ça, il faut vous convaincre encore une fois que c'est linéaire. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que si j'ai un polynôme P et que je regarde son reste dans la division euclidienne par x puissance n, bon, il y a plusieurs façons de le voir. La façon la plus simple, sans doute, de dire que ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder uniquement les coefficients jusqu'à x puissance n moins 1. D'accord? Donc, donc je regarde donc à P. Donc, si P est égal à la somme pour K allant de 0 à un certain grand N que je connais pas, le degré des AK XK, l'image de P par Pn, donc Pn de P, c'est la même somme mais tronquée, c'est-à-dire je m'arrête à petit n. Ok, c'est ça le reste, c'est un cas particulier de Taylor, mais ici c'est encore plus simple puisqu'on est en train de regarder ce qui se passe en 0. D'accord? Donc quand je prends le reste, c'est juste une façon de dire que je suis en train de tronquer cette somme. Et donc, avec cette interprétation-là, c'est pas compliqué de voir que cette application est linéaire. Donc, Pn est une application linéaire. Et donc maintenant, je regarde à la fois l'application D et l'application Pn. Et ce que je dis, c'est que Dn, D puissance n Pn, donc D puissance n Pn, si vous voulez, on pourrait l'écrire autrement comme D puissance n Pn, on pourrait l'écrire comme D ronde, D rond Pn. Tout ça, c'est des compositions, et là, j'en ai n. Ok? Donc quand j'écris D puissance n, sous-entendu que je compose D n fois avec lui-même. Et donc je dis que dn Pn est égal à 0. Pourquoi? Parce que quand je vais évaluer dn en Pnq, ça va être dn
donc d'un polynôme de degré n-1 au mieux, d'accord, d'un polynôme de degré O plus n-1, puisqu'on est en train de regarder le reste dans une division euclidienne par un polynôme de degré n. Et donc, je suis en train de dériver n fois un polynôme de degré inférieur à n-1. Et donc, ça, c'est nul. D'accord? Et donc, j'ai un produit de n plus 1 éléments, qui sont des applications linéaires, mais maintenant, je les considère, je calcule vraiment avec ces objets-là. Donc, j'ai un produit de n plus 1 éléments d n fois avec lui-même et pi n, qui est nul, et pourtant, ni d n'est nul, ni pi n n'est nul. D'accord? En termes d'application, ce ne sont pas l'application nulle. Donc, en termes d'éléments de L de E, ce ne sont pas l'application, aucun n'est l'application nulle, et pourtant le produit est l'application nulle. D'accord? Donc ça, on n'a pas l'intégrité. Donc, je rappelle, ça, c'était pour montrer qu'on n'était pas intègre. Donc, on a montré qu'en général, donc on a montré dans le cas particulier de E, mais ce sera vrai en général, que l'anneau L de E n'était ni commutatif, ni intègre. Alors, est-ce que ça bug pour vous, demande Paul. L'audio bug? Non. Moi non plus, rien bug. Tout va bien. Bon, écrivez ceux qui ont des problèmes. Genre des petites chutes. Ça reste audible ou pas? Une demi-seconde, ça va être audible. Enfin, ça dépend combien il y en a. Ok. Bon, on va continuer. Si quelqu'un, par exemple Iwan, qui s'était proposé hier, peut filmer au cas où des gens auraient besoin. Ça peut être une bonne chose. Tu peux faire ça, Iwan? Iwan est là, mais il ne m'entend pas. Il ne m'écoute pas. Il a répondu sur document maths, monsieur. Ok. J'enregistre déjà. Bah, c'est bien. Un peu d'initiative. Ok, très bien. Bah, donc on reprend. S'il y a des problèmes persistants, dites-le moi. Ok, donc, et oubliez pas que quand vous écrivez que je suis en train de streamer, moi je m'en rends pas compte, hein, parce que j'ai juste mon écran, j'ai juste l'écran d'OpenBoard ouvert, donc s'il y a un truc important, dites-le plutôt que de l'écrire. Ok, donc on a montré que L2 était un anneau avec entre guillemets de mauvaises propriétés, mais évidemment ça fait un peu toute la richesse du sujet, donc ni intégrité ni commutativité. Alors, une petite chose qu'il faut vérifier, qui est pas compliquée, c'est que si f est un automorphisme de E, donc je rappelle que ça veut dire que f f est une application linéaire qui est bijective et qui est donc de E dans lui-même, alors f-1 est une application linéaire. Donc, pour ça, je vais considérer U et V deux éléments de E et lambda et mu deux scalaires. Et donc, je vais calculer f-1 lambda U plus mu V. Et pour ça, je vais devoir, comme je n'ai pas accès à f-1 lambda U plus mu V directement, puisque je connais pas que je sais pas que f-1 est linéaire, c'est ce que je veux montrer, eh bien, je vais calculer l'image de f-1 de lambda U plus mu V. Et je vais calculer cette image-là par f, mais c'est lui qui nous intéresse à la fin. Donc d'abord, f de f-1 lambda u plus mu v, évidemment, c'est lambda u plus mu v. Ok. Mais maintenant, moi, je veux montrer que f-1 de lambda u plus mu v, je veux montrer qu'il est égal à lambda f-1 de u plus mu f-1 de v. Et donc pour ça, pareil, je vais utiliser l'application f, parce que l'application f, elle, je sais ce qu'elle fait. Donc, quand j'utilise, quand je prends l'image de ça par f, j'ai que c'est lambda de f-1 de u plus mu de f-1 de v. Ok, là, j'utilise la linéarité de f. J'utilise pas du tout celle de f-1. Et donc, j'obtiens lambda u plus mu v, mais j'avais obtenu lambda u plus mu v aussi avant. Et donc, comme f est injective puisqu'elle est inversible,
eh ben, j'ai bien que f-1 de lambda u plus mu v doit être égal à lambda f-1 de u plus mu f-1 de v, puisque les deux éléments s'envoyaient sur le même. Et donc ça me prouve la linéarité de f-1. D'accord? Alors là, je l'ai écrit pour les automorphismes, mais c'est un oubli de ma part. Plus généralement, si f va de E dans F est un isomorphisme, donc si F est un isomorphisme, alors f-1 de F dans E est linéaire. Monsieur? Okay, avec exactement la même preuve. Donc vous pouvez rajouter ça, je le rajouterai dans le PDF. Donc alors f-1 de F dans E est linéaire. Et donc en particulier, comme elle est linéaire maintenant et que c'est une application réciproque d'une application bijective, ce sera aussi un isomorphisme. D'accord? Donc ce que je suis juste en train de dire, c'est que l'application réciproque d'une application linéaire bijective est bijective. Et bijective, ça on le sait, mais est linéaire. Ok. Donc ça, c'est pas mal parce que ça nous permet de conclure que GL de E avec la loi ronde est un groupe. Donc je rappelle, GL de E, c'est l'ensemble des automorphismes de E, donc des endomorphismes bijectifs de E. La loi de groupe, la loi de composition interne, c'est la composition. Et ce que je suis en train de dire, c'est que ça vérifie les axiomes d'un groupe. Donc, quels sont les axiomes d'un groupe? D'abord, il faut vérifier que la multiplication est associative. Donc ça, je l'ai même pas écrit, mais c'est vrai, hein, puisqu'on est en train de faire simplement une composition, donc c'est bien sûr associatif. Il faut vérifier qu'on a un élément neutre. L'élément neutre, ce sera l'identité de E. La composition de deux automorphismes, c'est encore un automorphisme, donc on a bien une loi de composition interne. Et par la proposition précédente, si je prends l'inverse d'un automorphisme, c'est linéaire et donc c'est aussi un automorphisme. Donc on est bien stable par passage à l'inverse. D'accord? Donc là, en pratique, je suis en train de dire que c'est un sous-groupe du groupe des bijections de E, si vous voulez. Mais on peut l'écrire directement comme la preuve comme quoi c'est un groupe. Bon, j'ai pas vraiment détaillé cette preuve-là. C'est pas très important. Je pense que vous savez faire ce genre de choses, mais entraînez-vous s'il y a problème. Et donc c'est un groupe et évidemment il ne sera pas abélien en général, hein, parce que on a exactement les mêmes problèmes que ce qu'on avait avant. On va pouvoir trouver des opérateurs, des automorphismes, pardon, donc des endomorphismes bijectifs. On va pouvoir en trouver qui qui ne commutent pas. D'accord? Donc on verra des exemples. Hein, y a pas, c'est dans le même genre de ce qu'on a fait avant. Ok, sauf que les endomorphismes qu'on a écrits avant pour R crochet X n'étaient pas inversibles. Donc il faut un peu adapter ce qu'on a fait. Ok. Donc, Monsieur, oui. ce que vous avez dit, c'est aussi valable pour les isomorphismes? Donc, qui parle? C'est Lucas. C'est Lucas. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qui doit être aussi valable? Bah, attendez, je reviens sur le cours. Que GLE est un groupe. Si tu parles des isomorphismes, tu as deux espaces. Tu as E et tu as F. Donc, tu vois, ça peut pas être un groupe parce que quand tu composes, tu dois composer. Enfin, tu peux pas. T'as pas de composition. Si tu prends deux isomorphismes de E vers F, t'as pas de composition entre eux. Ah oui, d'accord. T'es d'accord? Il faut que tu restes dans le même espace pour que ça ait un sens. Oui. D'accord? Donc éventuellement, tu pourrais considérer l'ensemble de tous les isomorphismes avec tout l'espace vectoriel, mais c'est compliqué, on fait pas ça. Donc non, on regarde juste. On a un espace vectoriel qui est fixé, on regarde uniquement les applications linéaires de lui-même dans lui-même. D'accord. Ok? Merci. Je te prie. Donc là, on a fait un peu toute la structure qu'on a autour des espaces, des espaces d'application linéaire. Donc le fait que c'est linéaire lui-même, que ça donne un anneau, les propriétés de l'anneau, que ça donne un groupe qui est voilà, donc qu'on étudiera.
Maintenant, on va détailler un peu plus simplement les études des propriétés des applications linéaires elles-mêmes. D'une certaine façon, ça va être un peu plus concret ce qui va suivre. Donc, je considère f de E dans F une application linéaire entre espaces vectoriels. Et donc là, c'est des définitions. Donc, j'ai défini le noyau de F, noté ker F. Alors, ker F, pour les germanistes de la classe, je sais pas s'il y en a. Ker, ça vient de kernel. Das kernel, le noyau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise cette abréviation un peu bizarre. Donc RF, par définition, c'est l'image réciproque de 0, c'est-à-dire c'est l'ensemble des éléments de E qui sont envoyés sur 0. Et le 0 ici, hein, c'est le 0 de F, puisque c'est le 0 de l'espace d'arrivée. Ok, donc ça c'est le noyau et l'image. C'est aussi une définition, mais c'est la définition usuelle que vous connaissez. Donc l'image qu'on note imf, c'est l'ensemble des éléments dans l'image de E. Donc c'est-à-dire c'est l'ensemble des V dans F tel qu'il existe un U dans E tel que F de U est égal à V. Ça c'est l'image directe de l'espace E. Donc ça c'est une notation normalement à laquelle vous êtes habitué puisque c'est l'image au sens ensembliste. D'accord? Pour ker F, c'est quelque chose de nouveau, puisque on a besoin de considérer un certain élément de l'espace d'arrivée qui n'est pas là en général. Si on avait juste un ensemble, on a besoin d'avoir une structure d'espace vectoriel pour parler de ça. Donc voilà, noyau et image. Et alors ça, vous allez en entendre parler en long, en large et en travers, parce que énormément de propriétés peuvent être vues sur le noyau et sur l'image. Et donc voilà, ça doit être un réflexe quand vous avez une application linéaire de vous demander qui est le noyau, qui est l'image. Donc une proposition sur les applications linéaires. Donc le cas important, c'est celui qui est à la fin. Donc en particulier, le noyau de F est un sous-espace vectoriel de E et l'image de F est un sous-espace vectoriel de F. Donc, mais c'est un peu plus général que ça. Donc, si E1 dans E est un sous-espace vectoriel de E, alors l'image de E1 est un sous-espace vectoriel de F. Et inversement, si F1 inclus dans F est un sous-espace vectoriel de F, alors l'image réciproque de F1, F-1 de F1, je rappelle que c'est l'ensemble des éléments de E qui sont envoyés sur un élément de F1, alors ça, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, quand vous avez une application linéaire, eh bien, l'image directe ou l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Ok, donc on va faire la preuve de ceci. Donc d'abord, je fixe. Alors là, j'ai rajouté quelque chose sur les éléments neutres. Donc si vous avez une version antérieure, vous n'avez pas ça. Donc suivez avec l'écran. Je fixe un E1, un sous-espace vectoriel de E. Alors la première chose que je veux dire, c'est que l'élément neutre 0F, le 0 de l'espace d'arrivée, bah lui, il est bien dans l'image F de E1. Pourquoi? Parce que il s'écrit comme l'image de 0. D'accord? 0F, c'est F de 0E. 0E, il est dans E1 puisque E1 est un sous-espace vectoriel de E, donc tout l'espace vectoriel contient 0. Donc ça me dit bien que 0F est dans F de E1. Ça, c'est la première chose à vérifier. La deuxième chose à vérifier, c'est que F de E1 est stable par combinaison linéaire. Donc pour ça, je fixe Y et Z, deux éléments de F de E1. Je fixe lambda et mu, deux scalaires, deux éléments de K. Alors, par définition, être dans l'image, ça veut dire que j'ai des antécédents. Donc, il existe U et V dans E1, tel que F de U est égal à Y et F de V est égal à Z. Et maintenant, par linéarité de F, lambda Y plus mu Z, bah, c'est F de lambda U plus mu V. D'accord? Puisque quand je développe F de lambda U plus mu V, j'obtiens lambda F de U, c'est-à-dire lambda Y, plus mu F de V, c'est-à-dire mu Z. Donc, lambda Y plus mu de Z est une image de lambda U plus mu V. Et lambda U plus mu V, lui, il est dans E1 parce que E1 est un sous-espace vectoriel de E. Et donc, lambda Y plus mu Z est dans F de E1. Et donc, on a montré d'abord que 0 était dans F de E1 et ensuite que F de E1 était stable par combinaison linéaire
Et donc, on a la conclusion que f de 1 est un sous-espace vectoriel de f. Ok, donc la preuve pour le cas inverse, c'est-à-dire quand on prend l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel est à peu près la même. Donc, je prends F1, un sous-espace vectoriel de F. Je prends U et V dans l'image réciproque F-1 de F1 et lambda et mu dans K. Alors, donc, moi, qu'est-ce que je veux vérifier? Donc, je veux vérifier que lambda U plus mu V est dans F-1 de F1. Mais ça revient à dire que je veux montrer que F de lambda U plus mu V est dans F1. Donc, je calcule F de lambda U plus mu V, c'est lambda F de U plus mu F de V. Et ça, c'est dans F1 parce que F de U et F de V le sont. D'accord? F de U et F de V sont dans F1 parce que, par définition, U et V étaient dans F-1 de F1. Et donc, comme F de U et F de V sont dans F1, la combinaison linéaire lambda F de U plus mu F de V est dans F1. Et donc, dire que cette combinaison linéaire est dans F1, c'est bien dire que lambda U plus mu V appartient à l'image réciproque de F1, à F-1 de F1. Et donc, F-1 de F1 est un sous-espace vectoriel de E. Et j'ai mis entre parenthèses que on peut bien vérifier que 0, l'élément neutre de E est dans F-1 de F1 parce que F de 0, c'est 0. Et donc 0, F est dans F1. Ok. Donc ça, c'est des petites choses. Il y a beaucoup de petites choses comme ça à vérifier. Et dans les exercices, vous aurez souvent des petites vérifications comme ça à faire. Montrer qu'un truc est un sous-espace vectoriel, montrer qu'un truc est une application linéaire, et puis un peu d'autres choses comme ça. Donc il faut vous habituer. Hein, en termes c'est toujours très formel. Il y a vraiment des idées à avoir à cet endroit-là. Ça peut arriver quand même de temps en temps, mais donc il faut savoir les écrire précisément, un peu comme quand on vous demande de montrer qu'une application est injective. Bah voilà, il faut savoir par quoi vous devez démarrer, ce que vous devez vérifier. Et donc, il faut que la preuve soit claire parce que c'est à peu près, c'est juste sur la rigueur de la preuve que vous êtes évalué, puisqu'il y a rarement beaucoup de choses à vérifier, beaucoup de choses compliquées à vérifier. Ok, et donc la troisième partie de la proposition, c'était de dire en particulier l'image de f et le ker de f sont des sous-espaces vectoriels. Mais l'image de f, bah, c'est l'image du sous-espace vectoriel E de E, d'accord, du sous-espace vectoriel où on prend tout. Donc, c'est un cas particulier de la première preuve. Et le noyau de f, c'est l'image inverse, par définition, du sous-espace vectoriel constitué du singleton 0 de f. D'accord? Et donc, ceci nous dit bien que ker f, c'est un sous-espace vectoriel de E. Ok. Et donc maintenant, le noyau est particulièrement utile parce qu'il permet de caractériser les applications injectives. Donc je considère f de E dans f une application linéaire. Alors f est injective si et seulement si le noyau de f est réduit au singleton 0. Donc pourquoi? Donc on doit montrer, j'ai oublié un si. On doit montrer une équivalence, donc on raisonne par double implication. Donc d'abord, je suppose que f est injective. Donc on sait déjà que l'image de 0, c'est 0. Et par injectivité, 0, ça doit être le seul antécédent de 0. D'accord? Et donc ça, c'est une autre façon de dire que le noyau de f est exactement égal à 0. D'accord? 0, il est toujours inclus dans le noyau. Mais en fait, ici, c'est le seul élément du noyau, puisque n'importe quel autre élément, il viendrait rompre l'injectivité, l'hypothèse d'injectivité. Maintenant, réciproquement, c'est le sens intéressant, même s'il n'est pas compliqué, mais ça doit vraiment être un réflexe. Je suppose que le noyau de f est égal au singleton 0. Et donc, je veux montrer une preuve d'injectivité. Donc, comme d'habitude, je prends U et V dans E tel que f de U est égal à f de V. Alors, je vais faire leur différence parce que ça a bien marché avec la linéarité. Donc, alors, f de U moins V, c'est f de U moins f de V. Et donc, ça, c'est 0. C'est le 0, hein, puisque... pardon, oui, parce que f de U moins f de V, f de U est supposé égal à f de V. Et donc, U moins V, il appartient au noyau de f, puisque son image, c'est 0.
mais le noyau de F, par hypothèse, il est réduit, pardon, à l'élément neutre. Donc ça me dit que U moins V est égal à 0. Donc que U égale V, et comme U et V étaient quelconques, ça nous dit bien quelconque parmi les éléments qui ont la même image, ça nous dit bien que F est injective. D'accord? Donc en pratique, quand on est en algèbre linéaire, quand on veut faire une preuve d'injectivité, jamais on ne commence par soit U et V tel que F de U égale F de V. En pratique, on commence par soit U dans E tel que F de U égale 0. D'accord? Et comme ça, on montre que U doit être égal à 0, donc que le noyau, il n'y a que 0 dedans. D'accord? Donc d'une certaine façon, ça limite un peu en termes d'écriture les preuves d'injectivité. Remarquez que un certain nombre de preuves qu'on a faites sur les polynômes, c'était un peu de ce type-là. On se ramenait rapidement à faire la différence pour montrer quelque chose. Donc c'était déjà sous-jacent dans certaines de mes preuves qu'on était en train finalement de calculer un noyau, même si on ne le disait pas. Ok. Donc quelques exemples avant de faire une première pause de réponse aux questions s'il y en a. Donc, si je considère l'opérateur petit d, l'application linéaire, donc je dirais des fois opérateur, ça m'échappera, c'est synonyme d'application linéaire. Donc, si je considère petit d qui va donc des polynômes dans eux-mêmes, qui à P associe son polynôme dérivé, alors D n'est pas injective. Pourquoi? Parce que si je considère l'image du polynôme constant égale à 1, eh bien, j'ai que D de 1 est égal à 0. D'accord? La dérivée du polynôme constant égale à 1, c'est le polynôme constant égal à 0, c'est-à-dire l'élément neutre pour l'addition dans mon espace vectoriel. Donc 1, c'est un élément de Kerr-D qui n'est pas donc Kerr-D n'est pas réduit au singleton 0. Ok. Maintenant, alors ça c'est un exercice, donc alors je vous préciserai pour les exercices, mais quand je mets exercice comme ça veut dire que ce seront des choses que je corrigerai, que je vous enverrai à faire pour la séance qui suit en plus des exercices de TD. Donc voilà, donc F va de R2 dans R2 à XY, elle associe AX plus BY, CX plus DY. Et donc, si je veux trouver le noyau de cette application, je dois résoudre F de XY est égal à 0. Et je dis qu'on va trouver une solution non nulle si et seulement si AD moins BC est égal à 0. Donc ça, c'est un petit calcul. Hein. Vous savez résoudre des systèmes linéaires. Donc ça, vous vérifiez en exercice. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit si ceci est vrai? Bah, ça nous dit que F va être injective si et seulement si AD moins BC est non nul. D'accord? Parce que si AD moins BC est nul, on va trouver des éléments non nuls dans le noyau. Et donc, inversement, si AD moins BC sera non nul si et seulement si on ne trouve pas des solutions non nulles, c'est-à-dire des éléments non nuls dans le noyau. Donc, si et seulement si F est injectif. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Donc, on reviendra là-dessus en donnant le corrigé de ce petit exercice. Et ensuite, un troisième exemple. Donc, je considère l'application qui va de l'espace des polynômes vers l'espace des fonctions continues et qui a P dans R crochet X associe l'application polynomiale correspondante. Donc ça, c'est chose que vous avez souvent du mal à faire, à distinguer proprement le polynôme et l'application polynomiale correspondante. Et donc, qu'est-ce qu'elle a, cette application psi? Psi, elle est injective. Donc pourquoi? Parce que le noyau de psi, c'est l'ensemble des polynômes dont l'application polynomiale associée est nulle. Mais d'après le cours sur les polynômes, il y a seulement le polynôme nul qui vérifie ça. D'accord? Donc quand je considère un polynôme, quand je considère l'application polynomiale associée à un polynôme, cette identification-là, d'une certaine façon, elle est injective et c'est pour ça que en pratique, ça pose peu de problèmes de faire cette identification-là. Mais de façon tout à fait formelle, ici on a un espace, ici on en a un autre, et on a une application entre les deux, donc qui associe l'application polynomiale correspondante au polynôme. Et donc c'est bien de pas mélanger les deux. Dans plein de cas, c'est vraiment important de pas mélanger les deux, mais en tout cas cette application-là est injective. Ok, donc je vais m'arrêter 2-3 minutes, le temps de répondre à des questions et
faire une micro-pause parce que ça fatigue plus qu'au tableau de parler comme ça. Donc voilà, je vous écoute si il y a des questions. Monsieur, Oui. sur la page 13, on avait parlé, enfin, on avait dit que pour D puissance n fois pi n, il me semble, Ouais. c'est là. Ouais, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut assimiler D puissance n à sa dérivée énième. Parce qu'on a dit que D puissance n, c'était, on pouvait dire que c'était D rond D rond D rond D n fois. Là, Ouais. je vois pas d'où vient l'analogie. Et il n'y a pas d'analogie. C'est juste que quand tu calcules, il n'y a pas d'analogie. C'est vraiment quand tu calcules dn de pi n, tu vois, je suis en train d'écrire en même temps. Oui. Dn de pi n de q, par définition, c'est dn de q'. Non, pardon, pas dn de q'. Dn de. Donc c'est dn. C'est dn d'un certain polynôme R qui est de degré inférieur ou égal à n-1. Mais Oui. dn, ça va être R', prime, prime, etc. N fois. Là, ça veut dire qu'on dit que R prime, 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 du coup, n fois, c'est la même chose que R prime fois R prime fois R prime fois R prime. Ah non, non, non. Là, je parle de la dérivée énième, je parle pas de faire. Non, mais c'est parce que, voilà, quand on écrit d puissance n, on est en train de faire un produit d'application linéaire. Ce produit-là, c'est par définition, si tu veux, c'est un problème d'écriture. C'est la composition de D avec lui-même. T'es pas en train de regarder D évaluant quelque chose que tu mets à la puissance n. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on peut dire du coup que D puissance n c'est égal à D rond D rond D n fois? Parce que c'est ça le produit. Il n'y a pas d'autre produit dans les applications linéaires. Dans les applications linéaires, le seul produit, c'est la composition. Donc, quand je mets à la puissance, ça veut dire que c'est la puissance qui correspond au produit de la composition. Ok, encore dit autrement, quand j'écris donc dn de p, donc c'est la dérivée énième de p. Mais c'est pas du tout la même chose que dp à la puissance n. Parce que dp à la puissance n, pour le coup, qu'est-ce que c'est? Bah, tu dérives p, donc tu regardes p', et là tu le mets à la puissance n, mais quand tu le mets à la puissance n, là la puissance c'est par rapport au produit que tu as dans l'espace des polynômes. D'accord? Et donc dans l'espace des polynômes, bah ça donc c'est juste le produit au sens usuel. Ok? Mais ici, là, tu n'es pas en train de faire un produit dans l'espace des polynômes, tu es en train de faire un produit dans l'ensemble des applications linéaires sur les polynômes, quand tu regardes d puissance n. Et donc d puissance n, par définition, c'est en train de regarder la composée nème. Enfin, tu fais le produit n fois, mais le produit, c'est la composition. D'accord. Je pense que ce sera plus clair avec un peu d'expérience. On aura souvent ça. Mais il faut vraiment pas confondre quand on est en train de faire un produit, quand j'écris une notation produit pour des applications linéaires, c'est forcément une composition, d'accord? Parce que j'ai pas d'autre notion de produit pour les applications linéaires. Mais si tu veux, j'aurais pu écrire des ronds n pour être plus précis, mais en pratique, c'est pas ce qu'on fait en algèbre linéaire. On écrit simplement dn, d'accord? Et donc, c'est pas la même chose de dériver et ensuite de prendre la puissance énième, parce que ça veut dire qu'on est en train de faire le produit du polynôme p' n fois, et de dériver n fois p. D'accord? Ça, c'est vraiment je dérive n fois. L'opération, elle est sur l'application linéaire, elle n'est pas sur le polynôme. D'accord, mais du coup, c'est quand la puissance elle est sur l'application linéaire, c'est là qu'on peut considérer que le produit joue comme le rond. Exactement. Quand le produit est sur l'application linéaire, bah l'application linéaire, c'est un élément de l'ensemble des endomorphismes. Et donc le seul truc que je sais faire comme produit là-dedans, c'est la composition. D'accord. Ok. Oui, Donc merci. effectivement, ça peut être un peu confus au début, mais vous vous y habituerez sans problème.
Merci. Qui a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question par rapport au dernier théorème qu'on a vu. Ouais. Dans la démonstration, on dit que, donc on suppose qu'R de f égale 0, enfin Ouais. un singleton 0. Et après, on utilise que f de u-v égale 0, donc u-v égale 0. Là, dans la deuxième partie de la preuve. Oui, On fait oui. une preuve, c'est une preuve par double implication. Hein. Oui, Donc, oui, ok. dans la première partie, je supposais que f est injective et j'ai montré que le noyau était réduit à 0. Et dans la deuxième partie, je suppose que ker f est égal à 0, au singleton 0. Et donc ici, j'ai montré que, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Ici, j'ai montré que u-v était égal à ker f, mais j'ai supposé que ker f était égal au singleton 0. Donc il n'y a pas le choix, ça veut dire que u-v c'est 0. 0e si tu préfères. Ok, mais du coup, ça veut dire que R f égale 0 si et seulement si, par exemple, f de x égale 0, alors x égale 0. Enfin, je sais pas comment. Bah, ker f, c'est l'ensemble des éléments qui sont envoyés sur 0. Oui, Donc ker f égale 0 si et seulement si pour tout x tel que f de x égale 0, x égale 0, effectivement. ok, ouais, d'accord. Ok, c'est juste parce que ker f, c'est par définition l'ensemble des éléments qui sont envoyés sur 0. Ok, Ok. ah oui, d'accord. Ah ouais. Bon, tous les gens qui ont des problèmes de connexion, j'ai envie de dire, je peux pas y faire grand-chose parce qu'a priori ça vient de chez vous, quoi, puisque les autres sont pas concernés. Et voilà. Donc si vraiment c'est trop de monde et que c'est trop compliqué, faut me le dire. Mais sinon, je pense que le mieux ce sera de récupérer la vidéo que fait. Qui est-ce qui fait la vidéo déjà? Je sais plus, c'est Iwan. De récupérer la vidéo que fait Iwan et voilà. Enfin bon, j'espère que globalement ça reste audible. Mais malheureusement, on peut pas faire beaucoup mieux que ça, je pense. Ok. Bon, donc on reprend à cet endroit-là. Donc je reviens sur le PDF, sur le stream. Donc là, ça finit la partie, la première partie, donc qui parlait donc d'espace. J'ai un doute sur quel était le. Excusez-moi. Oui, voilà. Donc, on a parlé d'espace vectoriel, on a parlé de sous-espace vectoriel, on a parlé d'application linéaire. Donc là, en gros, on a les trois notions les plus importantes de l'algèbre linéaire. Donc, on aura un peu moins, mais encore quand même un certain nombre de définitions, mais un petit peu moins par la suite. Et donc là, en gros, on a fixé toutes les notions les plus importantes. Puisqu'en gros, on a l'objet central, l'espace vectoriel, on a le sous-objet, c'est-à-dire quelque chose qui a la même structure qui est dedans, donc le sous-espace vectoriel. Et puis on a quelles sont les applications qu'on a envie de considérer entre ces objets. Et donc les applications qu'on a envie de considérer entre deux espaces vectoriels, c'est les applications linéaires. D'accord? Donc voilà. Et donc maintenant, on va travailler avec tout ça. Donc le 1.2 s'appelle donc décomposition en sous-espace. Et donc, première partie de ce 1.2, 1.2.1 supplémentaire et produit. Donc, la première chose, c'est quand j'ai deux sous-espaces vectoriels de E, je peux vouloir regarder ce qu'on appelle le sous-espace vectoriel donc engendré par F union G. D'accord? Donc, j'ai un doute sur. Excusez-moi, je reviens 2 secondes.
Oui, voilà. Donc voilà, donc je peux regarder, je peux chercher à étudier le plus petit espace vectoriel qui va contenir f et g. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le sous-espace vectoriel engendré par l'union f union g. Et donc on le note f plus g. Donc f plus g, c'est pas l'union, c'est l'espace vectoriel engendré. Donc c'est le plus petit espace vectoriel euh, qui contient ce truc-là, donc au sens qui contient f et g en même temps, donc au sens du corollaire qui était page 9. Donc si je prends une partie de E, alors il existe un plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient A, et donc ça c'est ce qu'on appelle le sous-espace vectoriel engendré par A. Et donc dans le cas où je pars de deux espaces vectoriels, de deux sous-espaces vectoriels f et g, je considère le sous-espace vectoriel engendré par f union g, et donc je le note f plus g. Et donc c'est ce qu'on appelle la somme de f et g. Et donc il faut bien faire attention à pas confondre la somme et l'union. D'accord? Donc imaginez par exemple que vous êtes dans R3. Si je prends une droite D1 et une droite D2, donc qui passe par 0, donc les droites qui passent par 0, ce sont des sous-espaces vectoriels de R3. Et donc leur somme en tant qu'espace vectoriel, bah, ça va être le plan engendré par les deux droites. D'accord? Puisque c'est ça le sous-espace vectoriel engendré par les deux droites. D'accord? Donc c'est le plan qui est formé par les deux droites, disons si les droites sont pas collinaires, sont pas égales. Mais l'union de D1 et D2, c'est juste union droite, quoi. C'est un X comme ça qui s'intersectent en zéro dans l'espace. Et le plan, c'est le plan qui est engendré par ces deux droites. Donc, il faut faire très attention à pas confondre l'union et le sous-espace engendré par l'union. D'accord? C'est pas la même chose. Donc, ok. Donc, la somme f plus g, c'est-à-dire le sous-espace engendré par f et g, ça va être l'ensemble des éléments de E qui sont de la forme U plus V, où U est dans F et V est dans G. Donc ça, je le laisse en exercice, donc de vérifier ça. Et donc là, ça confirme ce que je disais avant. Donc dans quel cas l'union elle-même F union G est un sous-espace vectoriel? En fait, c'est dans des cas très particuliers. C'est qu'en fait, F union G est un sous-espace vectoriel de E uniquement si F est inclus dans G ou si G est inclus dans F. D'accord? Donc, quand, par exemple, vous prenez deux droites, si les deux droites ne sont pas les mêmes, l'union des deux droites n'est jamais un sous-espace vectoriel. Il manque des éléments pour obtenir tout le plan. D'accord? Donc la somme F plus G, c'est l'ensemble des éléments de la forme U plus V. Et l'union F union G n'est presque jamais un sous-espace vectoriel de E. D'accord? Donc là, ça, je laisse ça en exercice. Donc, c'est à faire pour la prochaine fois. Et donc, je taperai les corriger et on commentera en début de séance. Ok. Donc je considère maintenant deux sous-espaces vectoriels de E. Et alors ce que je dis, c'est que il y a une équivalence entre les deux propositions suivantes. Donc petit 1, f inter g est égal à 0. Donc f inter g, c'est un sous-espace vectoriel. J'ai pas dit ça. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Ah si, je l'ai dit. Ok, donc en haut de la page 9, donc ce qui est là à l'écran,
J'ai dit que si j'avais une famille de sous-espaces vectoriels, alors l'intersection quelconque, donc en particulier si j'ai deux sous-espaces vectoriels, quand je fais l'intersection quelconque de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Donc ça, je l'ai dit avant, j'avais un petit doute. Et donc, F inter G, c'est un sous-espace vectoriel. Et donc là, le petit 1 suppose que ce sous-espace vectoriel, il est trivial, c'est-à-dire qu'il est réduit simplement au singleton formé par 0. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est dire que pour tout Z qui est dans la somme F plus G, il existe un unique, je rappelle le point d'exclamation, ça veut dire que c'est unique. Il existe un unique couple XY avec X dans F et Y dans G, tel que Z est égal à X plus Y. Donc ce que je dis, c'est que ces deux choses-là sont équivalentes. F inter G est égal à 0 si et seulement si, à chaque fois que je prends un Z dans F plus G, il y a une unique façon de l'écrire comme la forme Z égale X plus Y. Ça veut dire il existe un unique XY tel que, ça veut dire que la décomposition de Z comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G, cette décomposition-là est unique. Et donc, quand on est dans ce cas-là, où les deux sous-espaces ne s'intersectent pas, ou bien qu'on dit autrement qu'on a unicité de l'écriture d'un élément de F plus G comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G, eh bien dans ce cas-là, on dit que F et G sont en somme directe. Et au lieu d'écrire F plus G, on écrit F plus G avec ce symbole-là. Donc, on entoure le plus. Et donc, quand on écrit ça, ça dit deux choses à la fois. Ça dit qu'on est en train de considérer la somme, mais on donne l'information que cette somme-là est directe. Donc, c'est-à-dire que, en ce sens, du petit 1 ou du petit 2, puisqu'ils sont équivalents. OK. Donc, on doit montrer cette équivalence, et donc on raisonne par double implication. Donc, d'abord, je vais supposer que F inter G est égal à 0, et je vais montrer que n'importe quel Z de F plus G s'écrit de façon unique. C'est ça que ça veut dire comme X plus Y avec X dans F et Y dans G. Donc, je suppose que F inter G est nul, trivial. Je prends un Z dans F plus G. Donc, d'abord, par définition, on sait qu'il existe un X dans F et un Y dans G tel que Z égale X plus Y. Et maintenant, ce que je veux, c'est montrer que cette décomposition est unique. Donc, pour ça, je suppose que j'ai X1 et X2 dans F et Y1 et Y2 dans G, tel que Z est égal à X1 plus Y1 et X2 et égal à X2 plus Y2. Donc, je suppose que j'ai deux décompositions possibles et je veux montrer que ce sont les mêmes. Donc, en faisant passer X2 à gauche et Y1 à droite, j'obtiens que X1 moins X2 est égal à Y2 moins Y1. Mais X1 moins X2, X1 moins X2, ça c'est dans F. Ok, c'est dans F puisque X1 et X2 sont dans F. Et Y2 moins Y1, lui, il est dans G. D'accord, puisque Y1 et Y2 sont dans G. Donc j'ai une égalité entre le terme de gauche qui est dans F et le terme de droite qui est dans G. Et donc nécessairement, ça me dit que les deux termes sont dans l'intersection F inter G, mais F inter G, c'est réduit à l'élément 0, d'après l'hypothèse. D'accord? Donc ça me dit que X1 moins X2, je sais pas pourquoi j'ai écrit X2 moins X1, bon, c'est vrai aussi, hein, mais c'est plus naturel d'écrire X1 moins X2. Donc X1 moins X2 est dans F inter G, et donc ça, c'est comme c'est égal à 0, ça me dit que X1 est égal à X2. Et de même, une fois que je sais que X1 est égal à X2, je sais que Y1 est égal à Y2. Et donc, ça me dit bien qu'il y a une unique façon d'écrire Z comme la somme d'un élément de X et d'un élément de Y. Donc, c'est ça dire qu'ils sont en somme directe. C'est dire qu'il y a une unique façon d'écrire Z comme la somme d'un élément du premier espace et d'un élément du deuxième. OK. Donc, si vous voulez, c'est l'analogue, mais pour l'algèbre linéaire, de dire que deux ensembles sont disjoints. OK, quand vous avez bon, non, c'est pas une bon, oubliez la remarque. Pas forcément très éclairant de voir ça comme ça. En tout cas, ça dit qu'on a une unique façon d'écrire cette décomposition. Donc, réciproquement, je suppose le petit 2. Donc, je suppose que pour tout Z dans F plus G, donc il existe une unique façon d'écrire. Donc, il existe un unique XY, X dans F et Y dans G, tel que Z est égal à X plus Y. Donc, je suppose l'unicité de l'écriture et je veux montrer que à ce moment-là, F inter G est réduit à l'élément neutre.
à 0. Donc pour ça, je considère un U dans F inter G. Alors ce que je peux dire, c'est que 0, donc là c'est le 0 de... Enfin, il y a un seul 0, tout est dans E. Donc 0, je peux dire d'une part que c'est 0 plus 0, mais je peux dire d'autre part que c'est U plus moins U. OK? Mais donc ça, c'est deux décompositions différentes de 0, comme somme d'un élément de F, le 0 qui est là, lui, il est dans F, lui, il est dans G, et U, il est dans F inter G, donc je peux dire que lui, il est dans F et lui, il est dans G. OK? Donc j'ai deux décompositions de 0 comme somme d'un élément de F à gauche et somme d'un élément de G à droite. Et donc, par unicité de l'écriture, d'accord, ce qui vient du point d'exclamation qui est ici, le point d'exclamation veut dire qu'on a une unicité dans l'écriture. Par unicité, ces deux décompositions doivent être les mêmes. Et donc ça veut dire que U est égal à 0. Et donc, j'ai montré que n'importe quel élément de F inter G était égal à 0. Et donc, ça conclut le sens 2 implique 1. Et donc, finalement, ça conclut l'équivalence. Donc, F inter G est réduit à 0 si et seulement si tout Z de F plus G s'écrit de façon unique, comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. OK? Donc, cette notation F plus entouré G, elle est un peu ambiguë. Des fois, on écrira simplement F. Des fois, on écrira ça pour dire que F et G sont en somme directe. Donc, juste comme une façon de d'écrire en abrégé que F et G sont en somme directe. Mais des fois, et le plus souvent, on écrira F plus entouré G comme F plus G, donc comme la somme elle-même. Donc des fois, ça sera juste un truc qui dira quelque chose et des fois, ce sera une notation pour parler de la somme. Donc le plus souvent, on essaiera d'utiliser juste ça comme notation pour parler de la somme, mais il y a toujours un peu une ambiguïté et donc j'essaierai d'être précis, mais soyez prévenus sur le fait que cette notation est un peu particulière. OK, donc exercice sur cette histoire de somme directe. Donc montrer que si je prends deux droites vectorielles, donc c'est-à-dire deux... Ah oui, alors. Oui, alors je suis désolé, il va falloir revenir un petit peu en arrière, puisque j'ai rajouté quelque chose un peu plus tôt, en fait assez tôt dans le poly. Voilà. Donc revenez page 9. Et donc page 9, donc ça c'était dans le cours d'hier. J'ai rajouté la définition suivante, donc que vous voyez à l'écran. Donc si E est un espace vectoriel, j'appelle droite vectorielle un sous-espace vectoriel engendré par un seul élément non nul. D'accord? Donc une droite, c'est ce qui est engendré par un seul élément non nul. Donc c'est l'habitude qu'on a. Hein. Si vous pensez à une droite de R3, bah une droite de R3 par exemple, c'est effectivement un truc qui est engendré par un élément non nul. Ok, et donc ce sera l'ensemble des vecteurs qui sont portés qui sont collinaires à un même vecteur, d'une certaine façon. Et ce que j'appelle un plan, c'est un sous-espace vectoriel de E qui est engendré par deux éléments, mais pas deux éléments quelconques. Il faut que les deux éléments ne donnent pas la même droite, et donc ce que j'appelle un plan vectoriel, c'est un sous-espace engendré par deux éléments qui ne sont pas proportionnels. Ok, donc ça c'est bon, c'est la notation des trucs standards. Hein, c'est juste pour préciser ça parce que j'avais pas donné de définition formelle. Donc quand je parle de droite, ça désignera ça, et quand je parle de plan, ça désignera donc un espace engendré par deux éléments non proportionnels. Et quand on aura toute la théorie de la dimension, je dirais qu'une droite c'est un sous-espace de dimension 1 et qu'un plan c'est un sous-espace de dimension 2. Mais pour le moment, j'ai pas le droit de parler de dimension d'un espace. Et donc, je m'en sors comme ça. OK, donc à chaque fois que je parle de droite ou de plan, ça sera par rapport à cette définition. Et donc, je prends D1 et D2, deux droites vectorielles. Alors, il faut montrer que ou bien elles sont égales, ou bien elles sont en somme directe. OK, donc ça, c'est un exercice à faire. Donc, j'écrirai le corrigé. Monsieur, juste pour prévenir que Elisabeth a été déconnectée et du coup elle peut plus suivre le cours pour l'instant.
Et elle n'arrive pas à se reconnecter ou? Bah, elle essaie, mais ça tourne. Donc, ouais. Voilà. Ça veut dire quoi, ça tourne? Bah, en gros, elle n'arrive pas à se connecter, quoi. Mais le serveur, il commence à planter ou? Bah, non, je crois que c'est Discord, mais je suis pas sûr. Ok. Parce qu'il y en a Ah ouais. 46 en ligne, donc avec le truc de maths, c'est-à-dire qu'il y en a 45 en ligne, donc il y a quelqu'un d'autre aussi qui n'est pas connecté. Ah. Qui? C'est Alexandre. Alexandre non plus est pas connecté. Bon, écoutez, hein, c'est pour ça qu'on a la vidéo, mais malheureusement, je peux pas m'arrêter en attendant à chaque fois. Oui, bien sûr. Mais on espère que ça va s'arranger. Ok. Donc, voilà. Donc, si j'ai deux droites vectorielles, soit elles sont confondues, soit elles sont en somme directe. Donc, maintenant, j'arrive à la définition d'espace supplémentaire. Donc, attention, hein, c'est bien supplémentaire et pas complémentaire. Mais il faut imaginer que globalement, les espaces supplémentaires, ils auront comment dire? C'est ça la bonne notion de complémentarité, si on veut, dans un espace vectoriel. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est dire que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires si E est égal à la somme directe de F et G. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que F et G engendrent E, donc l'espace vectoriel engendré par F et G est égal à E, donc dit autrement que n'importe quel élément de E peut s'écrire comme somme de F et G. Et ça dit en plus que ça dit que tout élément de E s'écrit de façon unique comme Y plus Z avec Y dans F et Z dans G. Donc c'est d'une part le fait qu'on peut écrire tout élément comme somme d'un élément de F et d'un élément de G, et en plus que cette décomposition est unique, que cette écriture est unique. Donc c'est ce qui est écrit là. Pour tout Z dans E, il existe, alors j'aurais dû l'appeler X, et celui-là Y. Donc pour tout Z dans E, il existe un unique X dans E et il existe un unique Y dans F, tel que Z est égal à X plus Y. Ok, donc ça c'est la définition de deux espaces supplémentaires. Monsieur, Oui. ça pas plutôt un unique X dans G? Ah zut. X dans F et Y dans G. Ok, merci. Ok, faites attention à corriger, c'est effectivement F et G comme ça. Ok, donc merci. Ok, donc ça c'est la définition de supplémentaire. Et l'idée centrale de l'algèbre linéaire, si vous voulez, c'est que quand vous décomposez un espace en somme de sous-espaces vectoriels supplémentaires, bah, globalement, vous pouvez reconstruire tout ce qui se passe à partir de ce qui se passe dans les sous-espaces. D'accord? Donc ça, c'est un truc important qu'on utilisera tout le temps. Cette idée de décomposition en somme de sous-espaces vectoriels supplémentaires. D'une certaine façon, ce qui se passe dans un espace, ce qui se passe dans l'autre, ne se parle pas ou dit autrement, pour construire quelque chose qui sera vrai dans eux, il suffit de le faire dans les sous-espaces qui sont supplémentaires. Ok, donc on reviendra, on verra beaucoup d'exemples de ça. Donc d'abord quelques exemples. Si je prends deux droites vectorielles distinctes dans R2, alors elles sont en somme directe. Ok, donc je pourrais mettre, ouais, disons que ça c'est un exercice aussi. Exercice, donc montrer que deux droites distinctes sont en somme directe. Et pareil pour le deuxième point. Donc si je suis dans R3 et que je prends un plan vectoriel et que je prends une droite vectorielle qui n'est pas contenue dans le plan, ok, donc le schéma qu'il faut avoir en tête, c'est un plan comme ça et une droite comme ça. Donc ça, c'est mon plan, ça, c'est ma droite. Là, j'ai 0.
Et donc j'ai un plan et une droite qui ne passent pas, et ben cette droite et ce plan sont en somme directe. Ok. Donc ça, c'est 2 exercices. Ok. Excusez-moi. Donc un exemple. Oui. Oui, pour que les deux plans, pour que le plan et la droite soient pas en somme directe, faudrait que ce soit quoi? Eh ben il faudrait que la droite soit incluse dans le plan. Ah, ok. Si ta droite est incluse dans le plan, donc là tu as ton plan P et tu as ta droite D à l'intérieur, avec 0 qui est ici. Ok. Donc là il n'y a pas de je suis pas en train de faire de la perspective. Hein. La droite est vraiment contenue dans le plan. Si la droite est contenue dans le plan, bah, ils sont pas en somme directe parce que tu as plein de façons d'écrire les éléments de P. Ok. Ok. Merci. Y a autre chose ou pas? Non, c'est bon. Ok. Si la droite passe par un autre point que 0 du plan, est-ce que ça change quelque chose? Toutes les droites passent par 0. Par définition, quand je parle de droite vectorielle, et que je parle de plan vectoriel, et des fois j'oublierai de dire vectoriel, mais ça passe par 0. Les sous-espaces vectoriels, ils contiennent toujours 0. D'accord, ok. Merci. D'accord? Donc il y a toujours un point d'intersection entre tous les sous-espaces vectoriels. Ce point d'intersection, il peut y avoir plus de points d'intersection bien sûr, mais au moins il y a toujours 0 dans l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels. Oui? Non, parce que deux droites dans R3, donc si je suis déjà que je suis pas très bon en dessin, mais alors en plus donc là je suis dans R3. Si je prends une première droite qui est comme ça, donc une droite qui est dans le plan et une deuxième droite qui est dans le même plan. Donc tout ça, c'est les deux droites que j'ai mises, ça se voit pas très bien, mais j'imagine qu'elles sont dans le plan horizontal. Bah, ces deux droites-là, elles sont supplémentaires. Elles sont en somme directe, mais elles sont pas supplémentaires, d'accord? Parce que évidemment, je peux pas écrire les vecteurs qui ont une composante verticale à partir de ces deux-là. D'accord? Donc ça me dit que j'ai deux droites qui sont en somme directe, mais leur somme, bah, c'est juste le plan abscisse ordonnée et j'ai pas la profondeur, quoi. J'ai pas la coordonnée z. Donc je récupère aucun vecteur qui a une coordonnée selon l'axe des z avec ces deux droites là. D'accord. C'est clair? Oui, mais du coup, dans les exemples que vous avez donnés, par contre, là, ça marchait, non? Enfin, Dans l'exemple que j'ai donné, bah, j'ai pris soit deux droites dans R2, dans R2. soit une droite et un plan dans R3. Et donc là, ça marchait. J'ai pas pris deux droites dans R3. Deux droites dans R3, elles seraient en somme directe, deux droites distinctes, elles seraient en somme directe, Ouais, mais elles seraient pas supplémentaires. merci. Ok? Donc ça, quand on fera la théorie de la dimension, vous voyez, un deux droites vectorielles, ça nous fait deux trucs de dimension 1, donc 1 et 1, ça fait 2. Et pareil, un plan, c'est un truc de dimension 2, une droite, c'est un truc de dimension 1, 1 et 2, ça fait 3. D'accord? Donc évidemment, il y a quelque chose comme ça qui est là-dessous, mais ce sera pour beaucoup plus tard, dans une dizaine de jours, qu'on parlera de dimension, peut-être un peu moins, qu'on parlera de dimension. Ok, donc un autre exemple moins géométrique. Donc je considère l'ensemble de toutes les fonctions de R dans R, et je considère dedans l'ensemble, le sous-espace vectoriel formé par les fonctions paires, et d'autre part le sous-espace vectoriel formé par les fonctions impaires. Donc évidemment, ça demande de vérifier que ce sont bien des sous-espaces vectoriels, mais ça pose pas de problème. Et alors ce que je dis, c'est que E, c'est la somme directe, enfin, c'est la somme directe de F et G, et donc que F et G sont supplémentaires dans E. Donc, pour faire ça, et donc ça, c'est souvent une bonne chose à faire quand on veut montrer qu'un truc est en somme, que deux espaces sont supplémentaires dans un autre espace, on raisonne par analyse-synthèse. Donc, je rappelle ce que ça veut dire analyse-synthèse. Analyse-synthèse, en gros, ça veut dire que plus ou moins on part du résultat et on essaye de voir du coup comment on va écrire. Donc, on veut montrer que n'importe quel x s'écrit de façon unique comme y plus z, avec y dans f et z dans g. Donc, on part du résultat pour trouver qui vont être y et z en fonction de x. Et une fois qu'on a le résultat, on montre que le résultat est le bon. Ok, c'est tout à fait justifié. Hein.
Parce que à la fin, donc disons que l'analyse correspond à une preuve d'unicité et la synthèse à une preuve d'existence. C'est juste qu'on l'a fait dans cet ordre-là, on la présente comme ça, voilà, pour comprendre ce qui se passe. Donc si je prends une fonction dans E, donc n'importe quelle fonction de R dans R, si je suppose que je suis capable de l'écrire comme fp plus fi, où fp est une fonction paire et fi est une fonction impaire, bah moi je veux trouver qui sont fp et fi. Donc pour ça, je considère un x dans R, et à ce moment-là, je dis que f de x, bah, c'est fp de x plus fi de x, et f de moins x, c'est fp de moins x plus fi de moins x, mais fp de moins x comme fp est paire, c'est fp de x, et fi de moins x comme fi est impair, c'est moins fi de x. Donc j'ai écrit f de x et j'ai écrit f de moins x, et donc là maintenant, bah, en combinant ça comme il faut, j'obtiens que fp de x, c'est 1 demi de f de x plus f de moins x, et que fi de x, c'est 1 demi de f de x moins f de moins x. Ok, donc là, et c'est ça que je veux dire que c'est une preuve d'unicité, c'est qu'on a trouvé, juste en supposant que f s'écrive sous la forme fp plus fi avec fp pair et fi impair, et ben on a vu que fp allait forcément avoir cette formule-là, et fi allait forcément avoir cette formule-là. Donc ça prouve l'unicité de la décomposition. Ça prouve pas que la décomposition existe, mais ça prouve que si elle existe, nécessairement, la décomposition, c'est celle-là. C'est f égale fp plus fi avec fp qui est donné par cette formule-là, et fi de fi qui est donné par cette formule-là. Et donc, d'une certaine façon, la synthèse, c'est la réciproque, ou c'est l'existence. Donc, on définit fp et fi à partir des formules qu'on vient de trouver, et on vérifie que ça marche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On vérifie que ça marche, et on vérifie d'une part que la somme de fp et de fi, c'est bien f. Donc, si vous remplacez ici pour tout x, bah, vous allez trouver 1 demi de fx plus f de moins x plus 1 demi de f de x moins f de moins x. Ça vous fait bien f de x quand vous simplifiez. Donc ça vous donne bien ça. Et vous devez montrer aussi que fp est une fonction paire. Donc ça, c'est clair avec cette formule-là. Quand vous changez x en moins x, bah, vous ne changez pas la somme. Et vous devez aussi montrer que fi est une fonction impaire. Et donc ça aussi, c'est clair. Quand vous transformez x en moins x, bah, vous changez fi de x en moins fi de x. D'accord? Donc fi de moins x est égal à moins fi de x. Ok, donc dans un premier temps, on est parti d'une décomposition et on a vu que nécessairement, si une décomposition existait, elle allait être d'une certaine forme, cette forme-là. Et réciproquement, on est parti de cette définition de fp et de fi avec cette formule-là, et on vérifie que cette décomposition convient. Donc, c'est-à-dire que d'une part, les fonctions sont dans le bon espace, fp dans f et fi dans g, et d'autre part, f est bien la somme de fp et de fi. Ok, c'est clair ce raisonnement par analyse synthèse pour tout le monde? On en avait déjà fait, mais on en a beaucoup qui interviennent en algèbre linéaire. Pas de questions? Ok. Next. Donc next, c'est deux exemples qui viennent du chapitre sur les polynômes et sur les fractions rationnelles. Donc le premier exemple, donc je me place dans l'espace E des polynômes, donc à coefficient dans K, je précise pas qui est K, j'en ai pas besoin. Et je choisis B et je fixe B un polynôme de degré n supérieur ou égal à 1. Et donc, alors j'ai déjà considéré dans un exemple antérieur, j'ai considéré F, l'espace que j'écris B fois K crochet X, donc c'est l'espace des multiples de B. Et par ailleurs, je considère G l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1. Donc, ce que je dis, c'est que ces deux espaces-là sont supplémentaires. Donc, comment ça marche? Alors, par division euclidienne, je sais que n'importe quel A dans K crochet X peut s'écrire sous la forme BQ plus R, où Q est dans K crochet X et R est dans K n-1 crochet X. D'accord? Donc, je sais que cette décomposition-là est unique.
Cette décomposition-là est unique. Je peux écrire seulement sous une forme A comme un multiple de B plus R. Mais donc, juste en réécrivant ça, plutôt que d'écrire BQ, je vais écrire que P, je vais écrire BQ sous la forme P, où P est dans l'espace des multiples de B. D'accord? Donc, je dis que pour tout A dans K crochet X, il existe un unique P multiple de B, donc un unique P dans B K crochet X, et un unique R dans Kn-1 crochet X, c'est-à-dire de degré inférieur à N-1, tel que A est égal à P plus R. Ok? Mais donc, dire ça, c'est exactement dire j'ai l'existence d'une décomposition de A sous la forme 1 multiple de B plus un polynôme de degré inférieur à N-1, et ce P et ce R sont uniques. D'accord? Sont uniques. La décomposition de A comme la somme d'un P dans BK crochet X et d'un R dans Kn-1 crochet X est unique. Et donc ça, c'est exactement dire que mes deux espaces F et G sont supplémentaires. Ok, donc implique E égale F plus G. En somme directe, donc on entoure le plus. Ok? Donc un deuxième exemple qui lui vient des fractions rationnelles. Donc je considère E l'espace K parenthèse X, donc l'espace de toutes les fractions rationnelles avec un déterminé X. Et je considère F le sous-espace formé par les polynômes. Donc on a vu dans le cours sur les fractions rationnelles qu'un polynôme peut être vu comme une fraction rationnelle. Je rappelle que ça consiste à dire que le polynôme, je le vois comme la fraction P sur 1. Polynôme P, je le vois comme P sur 1. Donc je peux considérer que F est un sous-espace vectoriel de K crochet X. Il est bien sûr stable par combinaison linéaire. Et G, c'est le sous-espace vectoriel des fractions rationnelles de degré strictement négatif. Donc de même, si vous prenez deux fractions rationnelles de degré strictement négatif, une combinaison linéaire de ces deux fractions rationnelles est encore de degré strictement négatif. Donc G est bien un sous-espace vectoriel. Et alors, ce que je dis, c'est que n'importe quelle fraction rationnelle peut s'écrire de façon unique, comme la somme d'un polynôme et d'une fraction rationnelle de degré strictement négatif. Ça, c'est ce qu'on a vu quand on a parlé de partie entière d'une fraction rationnelle. Donc, le fait qu'on ait existence et unicité de la décomposition comme somme de polynômes et d'une fraction rationnelle de degré strictement négatif, bah ça nous dit exactement que F et G sont supplémentaires dans E. Ok? Donc ça, c'est deux exemples un peu plus évolués qui viennent de ce qu'on a raconté dans le chapitre sur les polynômes et les fractions rationnelles. Ok? Bien. Donc. Ok. Bon, je pense que ce cours-là, je vais faire 3 heures parce que j'avais prévu ça, mais je pense que les cours de 3 heures, ce sera trop. Donc, je ferai peut-être des fois un cours le matin, un cours l'après-midi de 2 heures ou 1 heure et demie chacun, mais en fait, c'est plus crevant qu'un cours normal. Ok. Donc, je considère E1 et E2, donc une définition de ce qu'on appelle l'espace vectoriel produit. Donc, je considère E1 et E2 deux espaces vectoriels. Donc, je peux considérer le produit E1 croix E2. Donc, ça, en tant qu'ensemble, c'est simplement l'ensemble des couples XY avec X appartient à E1 et Y appartient à E2. Je rappelle, distinguez bien le couple d'un ensemble à deux éléments. Un couple, c'est ordonné. Donc, c'est un élément à gauche, un élément à droite qui ne sont pas interchangeables. Et donc, ce produit-là, je peux le munir d'une structure d'espace vectoriel simplement en disant que je fais la somme terme à terme et que je fais le produit par un scalaire terme à terme. Donc ça, c'est ce qu'on a fait quand on a considéré, si je considère R2 par exemple, on a déjà parlé d'une structure d'espace vectoriel sur R2, bah, c'est la même, d'accord? Et plus généralement, on peut généraliser un produit fini ou même infini d'espace vectoriel. Simplement, on dit que si j'ai à chaque fois des espaces vectoriels et que je fais leur produit, eh bien, la somme, elle est définie en faisant la somme composante par composante, et le produit par un scalaire est défini en faisant le produit par un scalaire composante par composante. Donc ça, j'avais pas encore introduit cette notion de produit.
Et cette notion de produit me permet de faire un lien qui sera important, donc entre la somme directe et le produit de deux sous-espaces vectoriels. Monsieur, Oui, quand vous faites la somme, pourquoi c'est pas x1 plus y1 et x2 plus y2? parce que je me suis trompé. Ah, Merci. Monsieur, Oui, et du coup, j'ai réécrit la même chose. Je vais pas y arriver. Donc, x1 plus y1 et x2 plus y2. Ok, donc bien sûr, hein, je fais la somme composante par composante. Donc merci Alric d'avoir fait remarquer ça. Il y avait une autre question. oui, mais du coup, le plus entre x1 et y1 et entre x2 et y2, c'est pas forcément les mêmes. C'est les plus de E1 Non, et c'est pas les mêmes. Ça, voilà, exactement. Donc ce plus là, c'est le plus de l'espace vectoriel E1. Ce plus là, c'est le plus de l'espace vectoriel E2. Et donc ce plus là, c'est le plus de E1 plus E2. Enfin, de 1 croix E2, pardon. Donc c'est le plus de qu'on est en train de définir. Merci. Ok, bon, désolé, c'est un peu brouillon avec les moyens du bord. Et donc on peut faire pareil si on a un produit d'espace vectoriel. Donc maintenant, je me place dans la situation où j'ai deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. Et alors, ce que je dis, c'est qu'en fait, j'ai un isomorphisme d'espace vectoriel entre l'espace vectoriel f croix g dont je viens de définir la structure d'espace linéaire et E. D'accord? Donc j'ai un isomorphisme comme ça entre f croix g et E. Donc, et cet isomorphisme est donné de façon très simple. Simplement, si j'ai U dans F et V dans G, j'associe U plus V. Ok, donc ça, c'est bien une application qui va de F croix G dans E. Et ce que je dis, c'est que ça, c'est une application linéaire et qu'elle est bijective. Ok, donc dit autrement, à chaque fois que vous avez deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans un espace E, votre espace, il est isomorphe à un produit d'espaces vectoriels. Et donc ça, c'est bien parce que quand vous écrivez un espace comme produit d'espace vectoriel, d'une certaine façon, vous avez vraiment dit que maintenant toutes les questions qui vous intéressent, en gros, elles vont se résoudre sur des facteurs, sur chacun des facteurs. Si vous voulez, c'est vraiment décomposer une molécule en atomes. Je suis vraiment en train de décomposer, ce qui se passe dans E comme un truc qui se passe dans F et un truc qui se passe dans G qui d'une certaine façon ne se parlent pas trop. Ok, on verra ça dans beaucoup d'exemples, cette problématique de la décomposition. Donc d'abord, je dois montrer que phi est linéaire. Donc pour ça, je dois montrer que il manque un mu ici. Donc pour montrer que phi est linéaire, je dois montrer que si je fais une combinaison linéaire au départ, alors l'image par phi de cette combinaison linéaire est la combinaison linéaire des éléments images. Donc ici, il manque un mu. Donc, dois-je prendre deux éléments au départ? Donc les éléments au départ, ce sont eux-mêmes des couples. Donc c'est U1, V1 et U2, V2. Et donc je considère phi, l'image, par phi de la combinaison linéaire lambda U1, V1 plus mu U2, V2. Ok? Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc d'abord, je simplifie le truc que j'ai dans la parenthèse. Donc cette somme-là, je la fais composante par composante. Donc c'est phi de lambda U1 plus mu U2, virgule, lambda V1 plus mu V2. Ok, maintenant, phi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les deux éléments en entrée, donc la partie gauche et les deux composantes du couple, et elle fait leur somme. Donc c'est lambda U1 plus mu U2. Si vous voulez, vous pouvez mettre des parenthèses ici, mais qui ne sont pas nécessaires, hein, plus lambda V1 plus mu V2. Donc ça, c'est par définition de phi. Maintenant, je peux regrouper un peu les termes, et donc je peux dire que ça, c'est lambda U1 V1 plus mu U2 V2.
Qu'est-ce que j'ai raconté? Je suis désolé, il y a un problème. Ah là 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 là. C'est pas clair. Qu'est-ce que j'ai raconté? Excusez-moi. Il y aura un truc qui remplacera l'école. Je sais pas exactement de quel type, mais il y aura par une partie, je veux dire. Ok. Alors juste dans cet exemple-là, élément de la forme x, y, Ouais, c'est 0, faites-le. Bon, désolé, c'est un peu brouillon, mais je pense qu'on doit aller de maths. Vous remplacez R dans tout R. sera corrigé. Vous prenez mais, l'espace, bon, il y a une évidemment, virgule en trop. Si vous avez imprimé, il faut faire un petit Vous peu prenez attention. l'espace des Donc, fonctions lambda continues U1 de R plus dans V1, R. Alors l'application plus que j'ai appelée U2 psi, plus V2. qui va de C1 dans C0, Ça que et je qui voulais a dire. F associe sa dérivée, bah ça c'est Ok. une application R linéaire. Mais donc, Pourquoi? U1 Parce que plus je V1, suis c'est l'image du couple U1 V1. réel, Et d'accord? U2 Il n'y a plus pas V2, de c'est lambda l'image nu. du couple Première chose, V2. Donc, à la fin, j'obtiens phi de lambda U1 V1 alpha plus mu lambda de ça fait V2 de est lambda égal 2 à fois lambda U, phi de plus U1 V1 alpha 1 mu1 plus plus mu alpha. phi de U2 V2. Et donc ça prouve la linéarité. Ça prouve la linéarité de phi. Ok, donc faites juste attention à la troisième ligne. La troisième ligne, il n'y a pas de sens. Parce que je suis en train de dire que des éléments de E sont égaux à des couples, alors que dans E, il n'y a pas de couple. Hein. E, c'est dans F croix G qu'on parle de couple. Ok, donc désolé pour le petit couac. Donc on a montré que phi était une application linéaire donc de F croix G dans E. Maintenant, on va montrer que phi est injective. Donc ça, c'est finalement notre première preuve d'injectivité pratique. Donc pour ça, on regarde les éléments du noyau. Donc je considère un élément UV qui est dans le noyau de phi. Donc par définition, ça veut dire que U plus V est égal à 0, puisque l'application phi, c'est l'application qui fait la somme des deux éléments de mon couple. Donc U est égal à moins V, mais U, il est dans F, et V, il est dans G. Donc moins V est dans G aussi. Donc si U est égal à moins V, ça nous dit que les deux éléments qui sont égaux sont dans l'intersection F inter G. Mais F et G, ils sont supplémentaires. Et donc comme F et G, ils sont supplémentaires, ils sont en somme directe. Et donc F inter G est égal à 0. Et donc si F inter G est égal à 0, ça me dit que U est égal à V est égal à 0. Et donc finalement, UV est égal à l'élément neutre de F croix G qui est le couple 0, 0. Ok, donc ça prouve l'injectivité. J'ai montré que le noyau de phi était réduit à 0. Maintenant, je fais la surjectivité. Donc la surjectivité, c'est simplement dire que, par définition, c'est dire que n'importe quel élément de E est la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Et ça, c'est par hypothèse, puisque E est égal à F plus G, par hypothèse, quand on dit qu'ils sont supplémentaires, c'est d'une part dire que leur intersection est triviale, l'intersection est réduite à 0, et d'autre part dire que la somme est égale à E. Donc c'est bien, ça fait bien partie des hypothèses. Ok. Bien. Bon. Donc là, on a le théorème qui est nouveau un théorème très important. Donc, qui va préciser un peu cette histoire de quand vous avez deux espaces vectoriels supplémentaires, vous pouvez casser votre espace, vous pouvez comprendre ce qui se passe dans E à partir de ce qui se passe dans F et de ce qui se passe dans G. Donc pour ça, j'ai un espace vectoriel E avec deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dedans, F et G, et j'ai E', un quatrième espace vectoriel qui a priori n'a rien à voir. Évidemment sur le même corps de base. Soit on est en train de parler de R espace vectoriel, soit on est en train de parler de C espace vectoriel, mais on ne mélange pas les deux. Donc, je suis dans cette situation-là. Et alors, le théorème me dit la chose suivante. Donc, je définis une certaine application. Donc, cette application, alors, bon, là, on arrive dans des choses qui deviennent vraiment très abstraites. Donc, on a à gauche l'ensemble des applications linéaires de E dans E'. À droite, on a le produit de l'ensemble des applications linéaires de F dans E' et de l'ensemble des applications linéaires de G dans E'. Donc,
un ensemble d'applications linéaires, on a vu que ça avait une structure d'espace vectoriel. Et on a vu aussi que quand on faisait un produit d'espace vectoriel, on avait une structure d'espace vectoriel. Donc, à droite, on a un espace vectoriel, à gauche aussi. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait cette application? Eh ben, simplement, si j'ai une application de E dans E', bah, je peux regarder sa restriction à F. Donc, ça me donne une application de F dans E'. Et je peux regarder sa restriction à G. Ça me donne une application de G dans E'. D'accord? Et donc, à F, j'associe sa restriction à F et à grand F et sa restriction à G. C'est ça que fait mon application psi. Donc, ce que je dis, c'est que psi, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. D'accord? Donc, ça, c'est dire trois choses. C'est dire que psi est linéaire, que psi est injective et que psi est surjective. Ok? C'est trois choses qu'on va montrer. Et donc, dit autrement, et c'est comme ça qu'il faut comprendre ça, quand on veut se donner, quand on veut définir une application linéaire de E dans E', eh bien, ça revient au même de définir une application linéaire de F dans E' et de G dans E'. C'est-à-dire que, voilà, c'est se donner une application linéaire de E dans E', c'est la même chose que se donner une application linéaire de deux applications linéaires qui partent de deux supplémentaires de E et à valeur dans E'. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce problème et donc cette histoire de casser les applications linéaires, l'information. Enfin, si on définit ce qui se passe dans F et si on définit ce qui se passe dans G, bah, finalement, on a tout défini. Ok. Donc, la preuve de la linéarité de psi, je vous la laisse faire. Vous pourrez poser des questions si besoin il y a. L'injectivité de psi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que psi est injective? Donc, je considère F une application linéaire de E dans E', et je suppose que F est dans le noyau de psi. Alors, ça me dit que F en restriction à F est égal à 0, et que F en restriction à G est égal à 0, puisque par hypothèse est dans le noyau, ça veut dire que psi de F est égal à 0. Et le 0 de ce produit d'espace d'application linéaire, c'est l'application nulle, virgule, l'application nulle. Donc, F restreint à F est égal à 0 et F restreint à G est égal à 0. Mais maintenant, tout élément de E, je peux l'écrire comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. D'accord? Et donc, ça me dit quoi? Ça me dit que si je prends si j'appelle Z mon élément E, je vais pouvoir écrire que Z, c'est X plus Y avec X dans F et Y dans G. Mais donc, F de Z, ce sera F de X plus F de Y. D'accord? Et donc, comme F en restriction à grand F est nul, F de X est nul. Comme F en restriction à Y est nul, à G est nul, F de Y est nul. Et donc, au final, F de Z est nul, et donc F est nul sur E. Et donc, j'ai montré que si psi de F était nul, alors F était nul. Et donc, ça me dit bien que le noyau est réduit à 0, que psi est injectif. Maintenant, pour la surjectivité, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois fixer deux applications à l'arrivée. Donc, je les appelle F indice grand F et F indice grand G. Mais attention, je ne suis pas en train de parler de restriction puisque je n'ai pas d'application F pour le moment. Donc, je suis juste en train de fixer, c'est juste une notation, mais qui est là pour nous éclairer sur ce qu'on raconte. Donc, F indice grand F, c'est une certaine application de F dans E', et F indice grand G, c'est une certaine application de G dans E'. Et donc, je veux voir que le couple FF-FG est dans l'image de psi. Ok? Donc, pour ça, je vais définir l'antécédent. Et l'antécédent, donc ça va être une application F qui va de E dans E', et qui va être définie de la façon suivante. Donc, à un X dans E, j'associe FF de Y plus FG de Z si X est de la forme Y plus Z avec Y dans F et Z dans G. Okay, c'est comme ça que l'application est définie. Donc, la première chose à voir quand on définit des choses un peu comme ça, c'est que F est effectivement bien défini. Donc, quand je définis F, j'ai besoin de connaître la décomposition de X suivant la décomposition grand F plus grand G. D'accord? Et la décomposition de X en une somme d'un élément de F et d'un élément de G, non seulement cette décomposition-là, elle existe, mais elle est unique.
Et ça, c'est parce que E est égal à F plus G. Comme E est égal à F plus G, F et G sont supplémentaires, ça me dit bien que n'importe quel élément X de E, je peux l'écrire de façon unique comme un élément Y dans E, dans F, et d'un élément Z dans G. Ok, donc ça, cette définition a du sens et je peux vérifier sans trop de problèmes, donc je vous le laisse faire, vous me demanderez s'il y a des questions. Je peux vérifier que F est linéaire. Donc, petit f est bien défini en tant qu'application de E dans E'. Et maintenant, pourquoi donc j'ai considéré cette application? Parce que si je regarde la restriction de f à grand F, bah, quand je veux calculer l'image d'un élément de grand F, je vais simplement dire que si j'ai x dans grand F, il s'écrit comme x plus 0, avec x dans grand F et 0 dans G. Et donc ça me dit que la restriction de f à f, elle est égale à mon application f indice f. Donc observez, hein, c'est pas... là, je suis vraiment en train de dire quelque chose. F indice f, c'était juste une notation pour parler d'une certaine application de f dans E'. Et maintenant, j'ai défini une application f sur E. Et quand je la restreins à f, ça me donne bien mon application f indice f. Et de même, f indice g va être égal à... Enfin, f restreinte à g va être égal à f indice g. Et donc, à la fin, psi de f, c'est la restriction de f à grand F, virgule la restriction de f à grand G. Donc, c'est bien ff, virgule fg. Et donc, ça, j'ai pris ff indice, ff, virgule fg, c'est un élément quelconque de mon espace d'arrivée qui est là, LFE', croix LGE'. Et donc, j'ai montré que n'importe quel élément de l'espace d'arrivée s'écrivait comme l'image d'une certaine application f. Donc, ça montre que psi est surjective. Il y a une question, j'entendais quelque chose? Juste, monsieur, F, elle est quelconque, on est d'accord? À quel moment? Pour la surjectivité. Pour la surjectivité, f est pas quelconque. F est défini à partir de f indice grand F et f indice grand G qui sont fixés au-dessus. Oui, mais je veux dire, F, on le prend une application quelconque de LEE'. Non, f est défini par la formule qui est là. Ah. Ok. Tu veux construire à partir de f, à partir d'une application de f dans E' et d'une application de G dans E', construire une application de E dans E' qui s'envoie sur le couple ff, virgule fg. Ok? Ouais, je vais relire ça. Est-ce qu'il y en a d'autres pour qui c'est pas clair? Juste, monsieur, comment vous avez conclu que phi est surjective? Parce que donc j'ai pris n'importe quel élément de l'espace d'arrivée, il est de la forme une application de f dans E' et une application de G dans E'. D'accord? Donc là, quand j'ai fixé au début de ma preuve f dans une application de f dans E' et fg une application de G dans E', j'ai fixé n'importe quel élément de l'espace d'arrivée. Et donc j'ai pris un élément de l'espace d'arrivée et j'ai montré que je pouvais trouver un élément de l'espace de départ qui s'envoyait par psi sur l'élément de l'espace d'arrivée, donc le couple ff, virgule fg. Donc j'ai montré la surjectivité en montrant que tout élément de l'espace d'arrivée était image d'un élément de l'espace de départ. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, c'est le genre de preuve qu'il est bon de prendre à tête reposée. Hein. Ok, c'est bon, merci, j'ai compris. Parfait. Ok. Tev, ta remarque sur l'exponentielle était d'une bonne remarque, tu aurais pu la faire à voix haute. Donc Tev nous a fait remarquer, mais il y a une demi-heure, que si quand j'ai parlé de fonction paire et fonction impaire,
si j'applique les formules qu'on a trouvées à l'exponentielle, bah, j'obtiens la décomposition de l'exponentielle comme le cosinus hyperbolique plus le sinus hyperbolique, ce qui n'est pas étonnant, puisque on retiendra ça en disant que le cosinus hyperbolique c'est la partie paire de l'exponentielle et que le sinus hyperbolique c'est la partie impaire de l'exponentielle, ce qui peut servir à différentes remarques. Donc quand vous avez des remarques intéressantes comme ça, n'hésitez vraiment pas à les faire à voix haute. C'est important. Ok. Donc, tout ce qu'on a raconté là peut se généraliser quand on a un nombre fini de sous-espaces. Donc, je vais passer assez vite là-dessus. En pratique, c'est quelque chose qui posera pas de problème, qui posera pas plus de problèmes en tout cas que le cas de deux espaces. Donc, quand on aura suffisamment d'exemples, d'exercices, tout ça. Là, pour le moment, tant que c'est de la théorie, c'est un peu difficile de tout emmagasiner. Donc rapidement, donc je considère F1 jusqu'à Fp P sous-espace vectoriel de E. Donc d'abord, F1 plus Fp, par définition, c'est le sous-espace vectoriel qui est engendré par l'union des Fi. On peut l'écrire comme l'ensemble des éléments de la forme U1 plus, etc. jusqu'à Up. Donc ça, on avait la même chose quand on avait P égale 2. Et on peut aussi le définir par récurrence. Donc, en disant qu'on a fait le Kp égale 2 et qu'ensuite F1 plus, etc. jusqu'à Fp, on dit que c'est F1 jusqu'à la somme de F1 jusqu'à Fp moins 1. Donc, on suppose qu'on a déjà défini ça quand on a P moins 1 terme dans la somme, plus Fp. Et donc, ça, c'est bien défini puisque c'est la somme de deux sous-espaces. Donc, on peut soit le définir récursivement, soit le définir comme le sous-espace vectoriel engendré par l'union des Fi. Donc ça, c'est pour la somme. Maintenant, la somme, elle est directe. Alors, on peut pas dire si l'intersection de tous est triviale. C'est pas exactement ça. Donc, le mieux pour la somme directe, c'est de retenir cette histoire de décomposition unique. Donc, si tout U dans la somme des Fi, si pour tout U, il y a une unique façon de l'écrire comme U1 plus, etc. jusqu'à Up. Donc, il existe un unique U1 dans F1. Il existe un unique UP dans Fp tel que U est égal à la somme des UI. Alors, si cette décomposition est unique, on dit que la somme est directe. Et dans ce cas-là, on écrit, plutôt que d'écrire F1 avec plus, etc., avec des plus, on entoure les plus. Et donc, on écrit comme ça F1 plus Fp. Et on peut même... enfin non, tout. Voilà. Et donc, on peut le voir encore un petit peu différemment. En termes de décomposition unique de 0, donc se ramener à 0. Donc si je prends n'importe quel élément de F1 du produit des F1 Fp, donc n'importe quel élément dans F1, n'importe quel élément dans Fp, alors je dis que leur somme est égale à 0, implique que U1 est égal à U2, etc. jusqu'à UP, égal à 0. Il manque un égal 0, désolé. Donc la somme est directe si à chaque fois que je prends une somme d'éléments dans chacun des sous-espaces et que cette somme est nulle, alors en fait, obligatoirement, tous les éléments eux-mêmes étaient nuls. C'est ça que ça veut dire que la somme est directe. Et donc on a enfin une généralisation du théorème qu'on vient de voir de décomposition des applications linéaires sur des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Donc si j'ai E qui est égal à la somme directe des espaces EI, donc là je l'ai écrit avec une grosse somme directe, donc ça veut juste dire que E, c'est E1 plus, etc. jusqu'à EP. Alors, je peux considérer l'application qui va de l'ensemble des applications linéaires de E dans E'. Donc, j'ai F, une application linéaire de E dans E'. Et je vais dans le produit des applications linéaires de EI dans E'. Donc, ce produit-là, c'est pareil que si j'avais écrit L de E1 E', croix, etc. jusqu'à L de EP E'. Ok, donc soit j'écris avec des points de suspension, soit je mets avec avec un gros produit comme ça. Donc cette application, elle me donne, c'est le PUPLE fait par les restrictions de F à E1, puis à E2, puis etc. jusqu'à EP. D'accord? F restreint E1, c'est une application linéaire qui va de E1 dans E'. F restreint EP, c'est une application linéaire qui va de EP jusqu'à E'.
Donc je considère ça, et ben ce que je dis, c'est que ça, c'est un isomorphisme. Donc pareil qu'avant, si j'ai, donc E' est fixé, si j'ai P applications linéaires qui vont des différents EI vers E', eh bien à partir de là, je peux construire une application linéaire qui va de E dans E' et qui en restriction à chacun des EI est égale à l'application dont j'étais parti. Ok, donc on verra un grand nombre d'exemples de ce type-là. Donc c'est juste une généralisation immédiate de ce qu'on a écrit au-dessus dans le cas d'une décomposition en somme de 2 supplémentaires. Ok. Alors, donc je suis en haut de la page 18. Donc un truc sur lequel il faut faire attention, c'est que quand je fais la somme de 3 sous-espaces vectoriels, E1, E2 et E3, bien, il est tout à fait possible que 2 à 2 ils soient en somme directe, mais qu'ils ne le soient pas les trois ensemble. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas, donc qu'ils ne le soient pas les trois ensemble, ça veut dire c'est-à-dire, donc on a E1 en somme directe avec E2. Donc comme je disais, là c'est un abus de notation. Quand je dis on a E1 en somme directe avec E2, je suis pas en train de considérer la somme, je suis juste en train de dire qu'ils sont en somme directe. D'accord? J'utilise ce symbole pour dire qu'ils sont en somme directe, pas pour noter la somme directe. Ok? Donc ça c'est un abus de notation, mais qui est standard. Donc on peut avoir E1 en somme directe avec E2, E1 en somme directe avec E3, E2 en somme directe avec E3, mais on n'a pas forcément E1, E2 et E3 qui sont en somme directe. Ok, là j'ai barré exprès, hein, j'ai pas barré parce que je me suis trompé, j'ai barré pour dire que ceci est faux. Donc pourquoi? Bah, simplement vous vous placez dans le plan. Donc, je fais un petit dessin à côté. Donc dans le plan, donc là j'ai 0. Donc ça c'est une première droite, donc c'est un premier sous-espace vectoriel. Ça c'est une deuxième droite et ça c'est une troisième droite. Donc, les trois droites passent par l'origine, bien sûr. Et donc si je prends E1 et E2, eh bien E1 et E2 ils sont supplémentaires dans R2. Donc en particulier ils sont en somme directe. Donc je rappelle, dire qu'ils sont en somme directe, c'est-à-dire que leur intersection à E2 est triviale, est réduite à 0. Pareil pour E2 et E3 et pareil pour E1 et E3. Donc ça me dit que 2 à 2, mes espaces sont en somme directe. Mais maintenant, les trois ne le sont pas ensemble, parce que s'ils l'étaient ensemble, ça voudrait dire qu'il y a une unique façon d'écrire n'importe quel élément comme une somme de E1, E2, E3. Ou dit autrement, même que 0 est la seule façon d'obtenir 0 comme une somme d'un élément de E1, d'un élément de E2 et d'un élément de E3, c'est en prenant 0 plus 0 plus 0. Mais non, parce que donc si E3, alors c'est pas ce qu'on imagine avec le dessin, E3, j'ai pris la première bisectrice. Donc je peux écrire que 0, je peux l'écrire par exemple comme 1, 0, plus 0, 1, moins 1, 1. D'accord? Donc 1, 0, il est dans E2. Ok, E2, c'est l'axe des abscisses. E1, il est dans 0, 1, il est dans E1. E1, c'est l'axe des ordonnées. Et 1, 1, il est dans E3, c'est-à-dire dans la première bisectrice. Donc j'ai une décomposition de 0 comme la somme d'un élément de E1, d'un élément de E2 et d'un élément de E3, et d'une décomposition qui n'est pas triviale, qui n'est pas 0 plus 0 plus 0. Donc ça me dit que E1, E2 et E3 ne sont pas en somme directe. Ok, quand on parlera de dimension, bah on fera la remarque que E1, E2, E3, s'ils étaient en somme directe, eh ben, nécessairement, comme les trois sont de dimension 1, la somme directe de ces espaces-là est d'au moins de dimension 3. Et donc, il y a un problème parce qu'on veut mettre un truc de dimension 3 dans un truc de dimension 2. Ok? On reviendra là-dessus. Donc, par contre, si maintenant je prends trois droites coplanaires, non coplanaires, pardon, donc trois droites non coplanaires dans l'espace, elles sont en somme directe. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Je vais faire une pause de 5 minutes après ça, enfin même de 10 minutes parce que c'est vraiment fatigant.
Oui, je t'écoute. Mais au-delà du fait que si elles sont en somme directe et qu'une seule écriture possible, enfin qu'une seule décomposition possible, quand elles sont, quand vous avez dessiné le dessin, pourtant l'intersection entre les trois droites, elle n'est pas réduite à un seul, elle n'est pas réduite à 0. L'intersection entre les trois droites est réduite à 0, mais c'est pas la définition d'être en somme directe quand on a strictement plus de deux sous-espaces. Ah, ok. Ok. La définition d'être en somme directe. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Donc, qui est l'histoire de décomposition, tu peux l'écrire un peu différemment en disant que je vais le mettre en. Je vais revenir derrière et je vais le mettre en remarque sur la page qui précède. Donc, remarque. E1 jusqu'à EP. Je les ai appelés F1 plutôt. F1 jusqu'à FP sont en somme directe si et seulement si, pour toute I, EI est en somme directe FI est en somme directe avec l'espace, avec la somme des autres. Donc F1 plus FI moins 1 plus FI plus 1 plus, etc. jusqu'à FP. Oui, c'est la référence. Ok, donc ce que je dis, c'est que pour être en somme directe, donc ça c'est bien une définition. C'est pas par récurrence, hein, parce que F1 plus, le terme de droite qui est là, F1 jusqu'à cette somme-là, elle est bien définie. FI, il est bien défini, et donc dire que c'est en somme directe, ici, j'ai vraiment la somme directe de deux espaces. Donc ça, on sait déjà ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que l'intersection de FI avec la somme de tous les autres est réduite à 0. Ok. D'accord? Et on doit faire ça pour tout I. Et donc, si tu utilises cette caractérisation-là d'être en somme directe, bah, tu vois par exemple que si tu prends E1 et que tu prends la somme de E2 et E3, la somme de E2 et E3, c'est tout l'espace. Ok. Ah, ok. En train de faire la somme de E2 et E3, c'est tout l'espace. Et donc, E1, il rencontre la somme de E2 et E3 autre part que 0. Ouais. Et donc, le critère là n'est pas vérifié. Ok. Donc, c'est une autre façon de dire que c'est en somme directe. Le plus souvent, quand on a plusieurs espaces, on utilise rarement ce critère-là. On utilise plutôt le fait que soit on trouve un élément qui s'écrit de deux façons différentes, mais souvent l'élément simplement 0. C'est qu'on essaye d'écrire 0 d'une façon, on essaie de trouver une décomposition non triviale pour 0. Si on trouve une décomposition non triviale, c'est qu'on n'est pas en somme directe. Ok? Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon, je vais faire un quart d'heure de pause parce que c'est un peu dur. Donc on se retrouve